Économie le max sur i24 News, bienvenue à tous. À la une aujourd'hui, faut-il croire encore à un compromis en Europe sur la dette grecque? Nouvelle réunion hier de l'Eurogroupe, nouvel échec, et plus le temps passe, plus la Grèce se rapproche de la faillite. Pourquoi est-ce si difficile de s'entendre? L'avenir d'Athènes est-il encore en zone euro? Autant de questions que nous poserons à Lionel Friedfeld. Et puis on se penchera aussi sur la campagne électorale aux États-Unis. Côté démocrate, Hillary Clinton compose désormais avec un adversaire déclaré. Mais quelles sont les chances de Bernie Sanders? Anti-milliardaire, il se présente comme l'unique élu socialiste au Congrès. Son portrait, son ambition, ce sera tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Le tour du monde d'abord de l'actu économique et on ouvre une fois de plus avec la tournée de François Hollande dans les Caraïbes avec déjà visiblement des retombées économiques. Le groupe Accor a annoncé hier la signature d'un contrat pour l'ouverture d'un hôtel de luxe Pullman sur l'île. En parallèle, le président français a rencontré Raúl, vous le voyez, et Fidel Castro aussi, ainsi que l'archevêque de Cuba, l'occasion pour lui de critiquer ouvertement l'embargo américain qui entrave selon lui le développement de Cuba. Si parfois il est possible de freiner, d'empêcher le mouvement des marchandises, il n'est jamais possible d'empêcher, de freiner, d'interdire le mouvement des idées et de la culture. Et un chiffre, la France est le 9e partenaire commercial de Cuba, 250 millions d'euros d'exportation vers La Havane en 2013. Alors François Hollande poursuit ce mardi sa tournée antillaise et cap sur Haïti pour le chef de l'Élysée. Une étape qui s'annonce difficile. On s'attend certes à des accords de coopération, un soutien aussi à la reconstruction dans un pays toujours miné par les séquelles du séisme de 2010. Mais sur place, on sera surtout attentif aux mots du président français au sujet des indemnités qu'avait dû payer Haïti à la France au 19e siècle pour obtenir son indépendance et la fin de l'esclavage, l'équivalent aujourd'hui de 17 milliards d'euros. De nombreux Haïtiens estiment que cette injustice a plongé leur pays dans la misère. Est-ce qu'aujourd'hui, il est important de savoir si le gouvernement est prêt à défendre les milliards payés à la France pour l'indépendance d'Haïti. Ces jours-ci, Hollande parle de morale. Nous nous demandons s'il va vraiment reconnaître cette dette ou bien l'ignorer. L'Afrique et le Nigeria qui restent en proie aux pénuries de carburant, premier producteur pourtant de pétrole d'Afrique, le pays fait face au recul des cours et donc des recettes budgétaires. Du coup, les autorités ont décidé de réduire drastiquement les subventions au carburant, moins 90%. Et c'est en prévision de ce revirement que la population se rue vers les stations-service. Le marché noir est aussi en plein essor. Les gens ont beaucoup de difficultés car le gouvernement est censé fournir assez de carburant. Mais l'offre ne suffit pas. Alors quand nous obtenons de l'essence, nous le vendons ici pour pouvoir manger. Il faut savoir que la consommation interne en essence au Nigeria dépend des importations, le pays n'ayant que de très faibles capacités de raffinage. En bref, en Colombie, vaste coup de filet de l'armée contre les exploitations minières illégales aux mains de la guérilla des FARC. 60 personnes interpellées dans des zones proches du Brésil et du Venezuela. D'après le ministre de la Défense, l'opération prive les FARC d'un butin de 8 millions de dollars. 2,3% du PIB colombien provient des mines, mais plus de la moitié des sites exploités sont illégaux. Nous avons trouvé 3 zones principales où ils extraient du sable noir, du tungstène. Nous avons aussi trouvé près de 50 mines d'or dans la zone de Campo Alegre. Nous avons aussi trouvé une zone où il y a de l'or, des diamants et des émeraudes. Un mot aussi des défis climatiques. La conférence de Paris prévue en décembre se prépare activement. Hier, vous le voyez, à Hambourg, les ministres de l'énergie du G7 ont fait le point sur leurs efforts pour donner plus de place aux énergies vertes. 10% par exemple de l'électricité consommée en Allemagne provient des éoliennes et Berlin veut se présenter en modèle pour les économies émergentes. Nous, pays industrialisés, devons montrer aux pays émergents qu'il est possible d'avoir un système énergétique durable, qui n'affecte pas négativement notre développement industriel ni la croissance économique. Et puis les images de la toile la plus chère jamais vendue aux enchères. Cela se passait chez Christie's à New York hier, 179,36 millions de dollars pour ce Picasso peint en 1955, Les Femmes d'Alger version haut. Il était initialement estimé à 140 millions de dollars. Petit détour par les marchés financiers avec Eric Lewin à Paris. Et en Europe, c'est toujours les taux longs qui préoccupent. La tension se poursuit. Alors est-ce la faute à la BCE? En tout cas, beaucoup s'attendaient à une explosion de la bulle obligataire. Eric, bonjour. D'abord, comment expliquer cette tendance? Et puis, est-ce que ça va se poursuivre?
Oui, on note, David, depuis quelques jours, une nette tension sur les obligations. C'est ainsi que, par exemple, le 10 ans allemand est passé en quelques jours de 5 points de base à 70 points de base. Même tendance pour l'OAT en France, le 10 ans français, qui vaut quasiment 1%. Alors, pourquoi un tel phénomène? Eh bien, tout simplement parce que l'action de la BCE commence à porter ses fruits. Il y a de plus en plus d'anticipation d'inflation relevée à la hausse, c'est-à-dire qu'on se dit que la déflation n'aura sans doute pas lieu en zone euro et que donc les rendements doivent augmenter. Et puis il y a un autre phénomène qui est important, c'est qu'il y a un écart de croissance qui est en train de se creuser en faveur de l'Europe au détriment des États-Unis. Le PIB américain a progressé de seulement 0,2% au premier trimestre. Tout laisse supposer que sur le premier trimestre, l'Europe fera sans doute mieux. Et donc, dans ces conditions, il paraît illusoire d'acheter des obligations avec des anticipations d'inflation à la hausse et une croissance européenne qui repart. Et on surveille aussi un éventuel impact sur les taux d'emprunt, le crédit immobilier. Pas de hausse brutale, toutefois, à attendre pour le moment. Merci Eric. Allez, la Grèce, on y vient, l'inextricable crise de la dette et un énième Eurogroupe à Bruxelles hier pour tenter évidemment de conclure un accord sur une nouvelle aide financière, 7 milliards d'euros. Et dans ce rapport de force, Athènes semble jouer ses dernières cartes, notamment celle d'un référendum sur sa dette. Alors le temps joue-t-il contre ce pays qui est à 2 doigts du défaut de paiement? On regarde d'abord ce rappel des faits de Johanna Citruc. Une fois de plus, l'objectif n'a pas été atteint. Aucun accord n'a été conclu entre Athènes et ses créanciers. Pourtant, à l'issue de leur réunion du 11 mai, les ministres des Finances de la zone euro ont affiché un certain optimisme. Des sourires, un climat détendu. Incontestablement, il y a un nouvel état d'esprit et il y a eu des avancées. Nous avons mis en place une méthode qui n'est pas la perfection, mais qui a quand même permis d'avoir des échanges plus efficaces, plus constructifs, et des discussions de meilleure qualité et plus approfondies. Mais derrière cette décontraction se cache une véritable situation de crise. Il y a urgence. Ce mardi, la Grèce rembourse au FMI plus de 750 millions d'euros. Et le 5 juin prochain, c'est une échéance de quelques 300 millions d'euros qu'elle devra honorer. Mais les caisses d'Athènes continuent de se vider. Le niveau de liquidité reste critique. La question des liquidités est terriblement urgente. Tout le monde le sait, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Le fait que ça ne soit pas dans le communiqué signifie que les membres de l'Eurogroupe n'ont pas jugé la nécessité d'en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons pensé et décidé ensemble que le point essentiel était les progrès réalisés. Problème, la zone euro demande à la Grèce de faire plus d'efforts, notamment en ce qui concerne les réformes des retraites et celles du marché du travail. Car sans accord avec la zone euro, pas de nouveaux prêts. Et sans prêts, pas de liquidité supplémentaire. Pour sortir de cette impasse, le gouvernement envisage de demander l'avis du peuple grec. Il évoque la tenue d'un éventuel référendum sur une sortie ou non de la zone euro. Une perte de temps selon le président de l'Eurogroupe. Je présume que si vous organisez un référendum, vous allez devoir attendre pour commencer à appliquer un éventuel accord. Ce qui n'a aucun sens car il y aurait alors une contrainte de temps. Selon un sondage réalisé le week-end dernier, si un référendum était organisé, plus de 70% des Grecs disent vouloir rester dans la zone euro. Les sentiments ambivalents du côté d'Athènes. On accueille sans tarder notre analyse financier. Bonjour Lionel Friedfeld. Bonjour David. Alors d'abord Lionel, on se demande s'il faut rester optimiste sur ces négociations. En tout cas, la réunion hier de l'Eurogroupe, à Bruxelles, c'est la réunion de l'ensemble des ministres des économies et des finances de la zone euro. Il y a eu quand même un vent d'optimisme. Alors, effet de communication ou pas, certains détracteurs disent que les négociations sont dures et très lentes. La vérité et les faits sont là, c'est que la Grèce vient de rembourser aujourd'hui 750 millions d'euros au FMI. Alors, en puisant dans ses réserves, certes, en faisant les fonds de tiroir, notamment de la Sécu grecque, mais également des collectivités locales, mais elle a remboursé. La prochaine échéance sera pour le 5 juin, 300 millions d'euros remboursement au FMI. Et ça bute les négociations sur la réforme des retraites et du marché du travail. La réforme des retraites, marché du travail, la fiscalité, la TVA, avec notamment les marchés parallèles. En fait, l'Europe veut imposer ses réformes structurelles à la Grèce. Et d'un autre côté, Alexis Tsipras est coincé, puisqu'il avait notamment demandé et voulu, grâce à ses promesses électorales, d'augmenter de 25% le SMIC. Donc on se rend compte véritablement
véritablement qu'il y a une dichotomie entre les deux discours de l'Union européenne et d'Alexis Alors Tsipras. justement, cette terme du référendum qui est brandi par Tsipras, est-ce que c'est suicidaire finalement? Est-ce que ça ne va pas se retourner contre lui? Ou bien ça veut dire tout simplement qu'il a court d'idées aussi? Alors au final, on se sent simplement que ça peut être une bonne idée, puisque notamment il va demander aux Grecs de se prononcer. On l'a vu, un sondage dit que 70% des Grecs souhaitent rester dans la zone euro, et en fait ça va pouvoir justifier ses futures actions politiques, parce qu'aujourd'hui Alexis Tsipras s'est fait élire notamment en s'opposant à l'Union européenne, mais si demain les Grecs décident justement dans ce référendum de rester dans la zone euro, ils pourront dire vous, peuple grec, vous avez choisi, et donc on va pouvoir faire les réformes structurelles voulues par Bruxelles. Ouais, alors justement, ce scénario de la sortie de la Grèce de la zone euro, certains analystes disent qu'il n'y a aucune raison finalement rationnelle, économique, financière de maintenir Athènes dans la zone euro. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si on regarde d'une manière générale, la Grèce est dans l'Europe. Elle a un intérêt stratégique à être dans l'Union européenne, dans la zone euro plutôt notamment. Plutôt dans la Russie, parce que c'est ça aussi la contrepartie. La vraie clé de compréhension, c'est qu'il faut aujourd'hui une Europe forte pour pouvoir rivaliser notamment avec la montée en puissance de l'Asie, mais également de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Si l'Europe commence à laisser échapper notamment la Grèce et à disloquer, elle ne pourra pas notamment rentrer en concurrence avec ces grandes plaques internationales. Et le but aussi dans tout ça, c'est un petit peu pour les Européens, ce ne serait pas justement de montrer que les extrêmes, la voie des extrêmes en Europe, ça ne mène à rien. Effectivement, la voie des extrêmes ne mène à rien, mais surtout pour montrer plus de cohésion européenne, plus d'intégration. En fait, ce qui se passe là aujourd'hui en Grèce, c'est que notamment l'Union européenne a mal expliqué aux Grecs les réformes qu'il fallait faire. En fait, c'est comme un mauvais élève de la classe. Il faut lui apprendre petit à petit à devenir le meilleur de la classe. Et c'est en étant unis au sein de l'Union européenne, forte, avec beaucoup plus d'intégration. La question de la gouvernance, une fois. Question de gouvernance, une gouvernance intelligente, pas une Europe technocrate imposée par Bruxelles au peuple qui se révolte dans la rue comme on l'a vu, mais véritablement travailler ensemble, main dans la main, pour avoir une Europe forte. Merci beaucoup Lionel Fritzfeld pour ces explications. Qui est donc Bernie Sanders? Il a apporté un peu de couleur il y a quelques jours à la campagne pour les primaires démocrates US en annonçant sa candidature face à Hillary Clinton. Son profil, eh bien, il le définit lui-même, socialiste, anti-milliardaire, adversaire des inégalités ou du libre-échange à tout va. Bref, une autre idée de l'Amérique qu'il entend défendre dans la course à l'investiture démocrate. Séquence portrait avec Anthony Lesme. Face à Hillary Clinton, un septuagénaire au ton anti-système vient d'annoncer sa candidature à la primaire démocrate. Troisième socialiste de l'histoire élu à la Chambre, le sénateur Bernie Sanders défend une remise à plat fiscale, une réforme de la santé et une baisse des budgets de la défense. Dans son nouveau programme, il dénonce une inégalité croissante des revenus malgré le recul du chômage. Comment est-il possible que les 1% les plus riches détiennent presque autant de richesses que les 90% les moins riches? Ce type d'économie est non seulement immoral, non seulement mauvais, mais c'est surtout insoutenable. Ça ne peut pas continuer. Alors que Clinton a choisi de pencher à gauche pour ses premiers jours de campagne, Sanders a poussé la barre encore plus loin. Son discours pour une économie plus juste a touché une corde sensible chez les Américains. Tous les gros candidats sont forcés d'accepter d'importantes sommes d'argent pour en arriver là. J'aime bien Bernie Sanders. C'est un indépendant et j'aime bien ce qu'il a fait par le passé. En seulement 24 heures, Sanders a soulevé 1,5 million de dollars. Une somme doublée en 3 jours, un chiffre record pour une campagne aux primaires. Avec une originalité, celle d'une collecte de fonds basée sur les classes populaires. Si des grands contributeurs sont présents, les revenus viennent essentiellement du mouvement ouvrier. Au centre de la réflexion de Sanders, la réforme du financement de la campagne. Nous avons aujourd'hui une situation politique où les milliardaires peuvent acheter les élections et les candidats. Ne soyons pas dupes, c'est ce qui se passe maintenant. Vous avez les frères Koch et d'autres familles de milliardaires qui sont prêts à dépenser des centaines et des centaines de millions de dollars dans des élections pour acheter les candidats de leur choix, des candidats souvent d'extrême droite. Son entrée dans la course ne menace pas le statut de favorite d'Hillary Clinton. Mais pour efforcer la démocrate à clarifier ses positions sur des sujets importants pour la gauche du parti. Bernie Sanders a ainsi rappelé son opposition absolue à la conclusion de nouveaux traités de libre-échange, alors qu'Hillary Clinton y semble plutôt favorable. 6% en tout cas pour l'heure d'intention de vote en faveur de Bernie Sanders. Il est temps de passer au Media Watch. Et on parle du commerce culturel dans cette revue de presse. Avec vous, Léa Wolbert, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez d'une nouvelle loi qui fait polémique.
Exactement, c'est un amendement qui a été voté cette nuit et qui autorise les commerces culturels à ouvrir le dimanche. Alors les commerces culturels, ce sont les grandes enseignes comme la Fnac par exemple, mais ce sont aussi les plus petites enseignes comme les disquaires ou les petites librairies indépendantes. Le but de cet amendement, c'est précisément de permettre à ces plus petits commerces de concurrencer les achats réalisés en ligne et notamment sur Amazon. Alors la mesure est passée après plus de 130 heures de débat à l'Assemblée nationale. Un débat évidemment pas uniquement sur cet amendement, mais sur l'ensemble de la loi Macron. Mais voilà, les syndicats dénoncent une généralisation du travail le dimanche et ils s'inquiètent pour ces librairies de quartier qui tournent avec des effectifs réduits. Ils dénoncent surtout les pressions exercées par la Fnac qui a tout à gagner avec le passage de cette mesure. Manifestation donc aujourd'hui des syndicats devant le Sénat. Et affaire à suivre. Et pris rapidement, on évoque un guide pratique des nouveaux métiers, Léa. Exactement, c'est un article paru ce matin dans Slate, un article extrêmement salutaire qui nous explique tous ces termes que l'on entend de plus en plus souvent et qui restent toutefois assez nébuleux parfois, parce qu'aujourd'hui on travaille en peer-to-peer, dans des Fab Labs, avec des makers ou en open source, et parce que surtout tous ces termes ont de grandes chances de rentrer dans le vocabulaire courant dans les prochaines années. Pour toutes ces raisons, il faut lire cet article. Voilà, bonne lecture enrichissante. Merci Léa, à très bientôt. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Gros plan notamment sur la conférence Smart Cities, les villes intelligentes, l'événement à Tel Aviv. Restez avec nous, l'info continue.